Hello! J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de You All. C'est le 4e de la saison 5 déjà, l'avant-dernier du coup. Ça passe trop vite. Ouais, ça passe trop vite. Surtout qu'on l'a enregistré en 2 jours cette saison. Littéralement entre avant-hier et aujourd'hui. On fait genre les meufs, ça passe trop vite. Mais ouais, on a vraiment tout enregistré. Tout pendant nos vacances. Voilà, tout enregistré pendant nos vacances. On est trop contente de vous retrouver. On espère que les épisodes de la saison vous plaisent jusqu'à maintenant. Ouais. Donc pour rappel, la saison, c'est une saison sur la santé mentale, c'est politique. Mm-hmm. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est qui a le droit d'aller mal. Mm-hmm. Mm-hmm. Voilà. Parce que oui. Vas-y. Parce que oui, effectivement, je pense que... Enfin, on pense que tout le monde n'a pas le droit d'aller mal de la même façon et au même niveau, quoi. À la même échelle. Et en tout cas, n'a pas le droit de dire qu'il va mal de la même manière. Ou n'est pas entendu sur les douleurs, le mal-être, etc. de la même manière. On va encore cracher sur le patriarcat et le capitalisme. Yes! Ouais. Est-ce que tu veux nous dire un petit peu pourquoi tu penses que tout le monde n'a pas le droit d'aller mal de la même manière? Parce que le patriarcat... tout le monde n'a pas le droit d'aller mal de la même manière parce que tout le monde n'est pas écouté de la même manière, de manière générale. Alors là, on va parler dans la sphère que je connais, qui est celle de la santé mentale, même si on peut aussi parler de la sphère de santé physique globale, on va dire. Mais bon, ça, je pense qu'on peut renvoyer à ce que tu avais fait sur l'errance médicale. On en a déjà parlé dans l'épisode précédent. Mais je pense que c'est un bon épisode pour parler justement de la sphère médicale physique et de la non-écoute ou de la mal-écoute du mal-être physique de certaines populations, etc. Donc, on vous renvoie vers cet épisode l'errance médicale. Alors, qui a le droit d'aller mal? Alors, pourquoi est-ce qu'on voulait parler de ça? Parce que, au-delà de ma pratique en tant que psy, je pense que quand on a une posture militante, quand on a une posture engagée, etc., on se rend bien compte d'à quel point les personnes ne sont pas traitées de la même façon dans certaines sphères, selon, encore une fois, ton orientation sexuelle, ton identité de genre, ta couleur de peau, tes convictions religieuses, ton poids. Et c'est un peu de ça dont on voulait parler aujourd'hui. Moi, en tout cas, dans ma pratique en tant que psy, combien de fois ça m'est arrivé de recevoir des personnes qui ont subi, on va dire, des comportements violents de la part d'autres pros de santé, etc., qui soit minimiser leur discours, invalider leur discours, parce que ces personnes-là avaient un ou plusieurs critères qui justifieraient une certaine forme, je mets des gros guillemets, c'est pas ce que je pense, mais en tout cas qui justifieraient au regard de certains praticiens de minimiser ou d'invalider les propos. Par exemple, un truc que je retrouve hyper souvent parce que j'accompagne des personnes qui souffrent de TCA. Donc ça m'arrive d'accompagner des personnes qui, à cause de leur TCA, vont être en surpoids, etc. Combien de fois ça m'arrive de recevoir ces personnes qui, quand elles vont chez le médecin, la seule réponse à toutes leurs demandes, c'est en fait, en tout cas, si vous avez mal à l'orteil, c'est parce que vous êtes trop grosse. Si vous avez du mal à dormir, c'est parce que vous êtes trop grosse, etc. Et en fait... Alors que des fois, ça n'a rien à voir. Mais que la plupart du temps, ça n'a rien à voir. Et on se retrouve, du coup, avec des discours où la personne va pointer du doigt, va avoir un symptôme, va avoir une demande, va avoir une requête, et va se retrouver face à quelqu'un qui va complètement minimiser ou invalider son discours au regard d'un facteur de discrimination évident, en tout cas pour nous, moins évident pour ces pros-là qui en ont absolument rien à faire. Et donc, ça nous donne quand même une information qui est que tout le monde ne peut pas aller mal. En tout cas, pas de la même manière. Pas de la même manière. Et je trouve qu'en plus, c'est quelque chose qui est hyper insidieux parce que, en général, c'est des choses... Encore une fois, on en revient à ce truc de l'argument d'autorité des médecins. Là, par exemple, tu prenais le cas d'une personne grosse qui va aller chez le médecin et où tous les symptômes qu'elle va avoir, on va lui dire c'est parce que t'es grosse. Si tu fais pas un travail de recherche par toi-même, un travail de déconstruction de ce sujet-là, etc. par toi-même, tu vas être amené potentiellement à te dire il est médecin, il a raison. Ou elle est médecin, elle a raison. Ouais, bien sûr. Et du coup, à accepter cette grossophobie, puisque c'est clairement de la grossophobie, sans même la questionner et te dire que en fait, si t'as mal, c'est effectivement parce que t'es grosse. Bien sûr. Et du coup, c'est hyper insidieux parce que la personne, elle va pas te dire oh là là, je déteste les gros, je suis grossophobe, si t'as mal, c'est parce que t'es grosse.
Tu vois, genre c'est pas aussi direct et la violence elle est pas aussi genre Parfois ça l'est. direct. Oui, parfois ça l'est, mais ce que je veux dire c'est que des fois c'est hyper insidieux. Par exemple, on le sait, les femmes noires sont beaucoup moins bien entendues et beaucoup moins bien soignées dans le corps médical que les femmes blanches par exemple, et que les hommes Oui, il y a blancs plein encore d'études, pire, tu vois. plein d'études et plein de recherches qui le montrent. Ouais, on vous mettra les sources en barre d'infos parce que les masculins adorent dire source point d'interrogation. Source. Alors que eux, leur source, c'est TKT. Leur source, c'est Thibaut InShape, MDA. Et du coup on le sait, tu vois. Et typiquement, à l'hôpital, on va pas leur dire « Ah, vu que t'es une meuf noire, je te crois pas. » Tu vois. On va juste leur dire « Non, mais madame, c'est bon, genre, Ça, c'est vous avez c'est rien dans de votre grave, tête. Mais on va pas leur dire explicitement que c'est parce que c'est des femmes noires qu'on les croit moins ou qu'on les soigne moins, etc. Et du coup, c'est hyper insidieux, je trouve, comme engrenage, parce que des fois, t'as même pas l'impression que c'est de la discrimination, et du coup tu te retrouves juste à être mal soigné et à pas t'en rendre compte en fait, tu vois. Et ça c'est encore pire, je trouve, parce que maintenant les études le montrent, nous on le sait, etc. Mais quand t'es dans l'engrenage du truc, quand c'est toi qui es malade, etc., bah, des fois t'as même pas la sensation que c'est en train de se passer alors que c'est vraiment en train de se passer, tu vois. Ouais, bien sûr, bien sûr. Et même si nous, aujourd'hui, parmi toutes les choses dont on veut parler, on abordera moins la question du vécu des personnes racisées, Oui, parce que voilà, bah, on l'est pas. c'est pas notre place. Et même si, effectivement, on peut étayer nos propos à travers les recherches qu'on connaît et qu'on vous mettra en description, on sait, en tout cas, qu'à partir du moment où une personne va appartenir à une minorité discriminée, elle va être moins écoutée. Ouais. Et ça, c'est vraiment un principe qui n'est même plus à démontrer dans la société dans laquelle on vit, qui est une société capitaliste, qui est patriarcale, qui est une société qui est basée sur des fondements qui sont racistes, homophobes, validistes, etc. Par exemple, un sujet qui, moi, est très important pour moi et qui me tient extrêmement à cœur, c'est la parole des personnes handicapées. Moi, je vois, donc j'ai ma grande sœur qui est atteinte de trisomie 21. Et qui est dans le spectre autistique. J'ai travaillé dans des foyers de vie pour adultes avec handicap psychique, handicap neurodéveloppemental, etc. Donc j'ai été au cœur de ces espaces-là toute ma vie. J'ai accompagné ma sœur en IME, etc. Donc voilà, c'est des espaces que je connais, dans lesquels j'ai travaillé même en tant que psy. Je pourrais même pas vous décrire le peu de place qu'on accorde à la parole de ces personnes-là. Et qu'on accorde du coup au mal-être de ces personnes-là, potentiellement. Bon alors, vous allez me dire, oui, mais du coup, c'est difficile quand on a une personne en face qui communique pas comme nous, etc. Alors oui, c'est difficile. Mais c'est pas parce que c'est difficile qu'on doit abandonner et qu'on doit en avoir absolument rien à foutre de comment se sentent potentiellement ces personnes-là. Et ce qui se passe, et là je parle pas seulement pour les personnes en situation de handicap, mais je parle pour toutes les personnes qui ne répondent pas à la norme blanche, cis, hétéro, valide, riche, c'est qu'il va y avoir un phénomène de déshumanisation de ces personnes-là, ce qui va faire qu'on va en avoir plus rien à foutre. C'est-à-dire que forcément, si je déshumanise les personnes en situation de handicap, du coup, c'est plus facile pour moi de m'en foutre, de minimiser ce qu'elles peuvent vivre, de pas forcément m'y intéresser, etc. Et donc, ça va devenir naturel de moins bien m'en occuper. De moins bien m'en préoccuper, que de moins bien les accompagner, que de moins bien les soigner, etc. etc. Ce qui en fait, d'ailleurs, ce qui en fait, par exemple, les personnes handicapées sont les personnes qui sont souvent, qui font partie des personnes les plus vulnérables, par exemple, sur les questions de VSS. De VSS, ouais. Au final. Ça, les personnes handicapées et les enfants, il me semble, si je dis pas de bêtises. Ouais, les enfants, oui. Donc, et pareil, parce que les enfants... parce que les enfants, on considère que c'est pas des personnes. On considère que c'est pas des personnes. Pareil, il y a une énorme enfants. Déshumanisation, justement, des enfants qui sont considérés comme des enfants, avant même appartenant à leurs parents. Avant même d'être considérés comme des êtres humains à part entière. Ce qu'ils sont, malgré le fait qu'ils n'aient pas l'âge de prendre toutes les décisions de la Terre, quoi. Et pareil, en fait, au final, on pourrait même dire ça pour les enfants. Hein. Donc, on pourrait même inclure les enfants dans... Oui, bien sûr. Dans ce bien sujet-là, sûr, le nombre de fois où quand t'es enfant, tu dis que t'as mal quelque part et que tes parents disent « Ah, ça va, c'est dans ta tête. » Moi, j'ai un exemple qui m'est arrivé, moi, quand j'étais jeune. Quand j'étais jeune, donc j'étais en primaire, je jouais au foot. Et pendant une partie de foot, j'allais marquer. Et évidemment, qu'est-ce qui s'est passé ? Un des garçons l'a mal pris et il m'a même foutu un énorme coup de coude dans les côtes au moment où j'allais marquer parce que j'étais en train de le dépasser pour aller marquer. Rageux. Donc, je me prends un énorme coup de coude dans les côtes. Évidemment, je tombe, je pleure, je me plains d'avoir très mal, etc. Et je me souviens très, très bien d'avoir comment on appelle ça ? Les surveillants, enfin les pions.
les surveillants de l'école qui m'ont dit, oh, bon, c'est rien, t'inquiète, voilà, retourne en classe, etc. Au final, j'avais une côte fêlée. Voilà. Et donc, j'ai dû passer le reste de ma journée en ayant super mal parce que, en fait, on m'a juste dit, ouais, allez, c'est rien, ça va, enfin, retourne en classe, quoi. Et ça j'avais 6 ans, quoi. 6-7 En ans. fait, c'est le cas, même, tu vois, quand tu vas chez le gynéco pour dire que t'as mal pendant tes règles et qu'on te dit, avoir mal pendant tes règles, c'est normal. Allez, ciao, bye. Alors qu'en fait, une personne menstruée sur 10 a de la putain d'endométriose et qu'on n'est toujours pas capable de le soigner. Enfin, tu vois, Ouais, bien sûr. c'est bien sûr. lunaire. Genre, non, c'est pas normal d'avoir mal à s'en plier en 4 pendant ses règles, genre, tu vois. Ouais, non, Mais c'est bon, vu qu'on est des meufs, wow. Alors que si 90% des mecs venaient chez l'urologue en disant « J'ai mal à la kikette !» Ah bah t'inquiète, on aurait trouvé déjà ce qu'ils ont, tous, et on aurait trouvé un médicament pour que leur kékette soit fonctionnelle, quoi, tu vois. Bah, quand tu sais qu'il y a plus d'études qui ont été faites sur Sur la le Viagra. calvitie, sur la Sur le Viagra, calvitie non, mais et sur sur le le Viagra que sur l'endométriose ou sur... Quand tu prends déjà à l'Antiquité ou même avant, ils cherchaient déjà des choses aphrodisiaques pour augmenter la puissance masculine, etc. Ça, c'est depuis des millénaires. Des millénaires. Mais par contre, voilà, protéger les personnes à utérus, voilà, des grossesses, des IST, etc. Des douleurs. Des douleurs. RAF. RAF. On s'égare un peu parce que là on est vraiment sur le côté physique depuis tout à l'heure, mais l'idée c'était de parler sur la partie santé mentale quand même. Est-ce que du coup ça, parce que ça a été quand même vachement plus étudié je crois sur la partie prise en charge médicale physique, est-ce que toi c'est quelque chose que tu remarques dans le suivi psy, qu'il peut y avoir de la violence envers certains groupes de personnes, est-ce que c'est des choses que des personnes que tu accompagnes te relate régulièrement? Ah oui, bien sûr, complètement. Bah, y a des études, y a des recherches, pareil, on vous mettra tout en description, mais il y a des recherches déjà qui montrent que, par exemple... Il va falloir alors qu'on n'oublie pas de donner tous les trucs pour mettre en description. Ouais, que par exemple, en santé mentale, c'est les femmes qui consultent le plus, mais c'est celles qui sont le moins bien diagnostiquées. Ah, ça n'a pas de sens. Donc déjà, ça n'a pas de sens. Je ne sais pas si ça s'étaye par des études et des recherches, mais on cherchera et puis on essaiera de vous mettre ce qu'on trouve. Mais dans les personnes que j'accompagne, j'accompagne également des personnes racisées. Et j'ai déjà eu des discours de personnes racisées qui me disaient qu'en fait, elles avaient peur de consulter, et encore plus de consulter une thérapeute blanche, parce que peur en fait, de ne pas se sentir écoutée, peur de subir des violences, etc. Et en fait, c'est un truc que je comprends. À 2000%, parce qu'en fait, ça existe quotidiennement et encore aujourd'hui. C'est pas des dynamiques archaïques, c'est des dynamiques qui existent encore aujourd'hui. En fait, je travaille sur une plateforme spécialisée dans l'accompagnement des TCA. La plupart des personnes que j'ai pu accompagner sur cette plateforme, je les ai d'abord accompagnées par téléphone. Parce que les personnes qui ont des TCA, les personnes qui sont par exemple en surpoids, les personnes qui sont par exemple obèses, préfèrent téléphoner parce qu'elles n'ont pas envie qu'on les juge sur leur poids, ou même les personnes anorexiques, enfin en situation d'anorexie physique, n'ont pas envie qu'on les juge sur leur poids et leur apparence, et qu'on vienne potentiellement minimiser, invalider certains vécus, certains sorties à cause de leur poids. Et ça, c'est flagrant. C'est complètement flagrant. Oui, c'est vrai que c'est une grosse partie de ta patientèle sur cette plateforme-là, tu les as au téléphone en fait. Ouais, même si maintenant j'y travaille de moins en moins sur la plateforme, effectivement, pendant un certain temps, la moitié de mes consultations sur cette plateforme étaient au téléphone. Donc sans jamais voir à quoi ressemble la personne. Mais ce que je comprends, parce que, encore une fois, les dynamiques de violence médicales, professionnelles, etc., elles existent, et parce que, malheureusement, il y a des biais grossophobes, il y a des biais même psychophobes, même classistes, validistes, racistes, homophobes, transphobes, au sein des professionnels de santé et des professionnels de l'accompagnement. En fait, c'est indéniable. Et donc, effectivement, ça vient un peu mettre ce truc-là sur la table de on peut pas tous aller mal à la même échelle. Et du coup, comment ça se traduit à ton avis ? Est-ce que ça se traduit par des personnes qui vont pas oser sauter le pas d'aller chez le psy parce que c'est mal vu dans leur entourage, ce serait questionnable ou ce serait... même parfois tu vois un aveu de faiblesse pour certaines familles, etc. Ah oui, pas que pour ça en fait. Juste en fait, forcément les personnes qui subissent des violences, elles vont s'éloigner du système de soins par peur de subir des violences, et elles ont raison.
elles ont raison la plupart du temps parce que, en grande majorité, le système d'accompagnement et de soins classiques, il va être violent avec ces personnes-là, à un moment donné. Donc, je comprends tout à fait que les personnes, voilà, une minorité appartenant à des communautés voilà, minorisées, discriminées, etc., s'éloignent du système de soins classiques à partir du moment où on ne les oriente pas justement vers des structures ou vers des institutions ou vers des personnes qui soient formées aux enjeux liés à leur réalité existentielle, etc. Ce qui existe. Évidemment que ça existe et heureusement que ça existe. Mais ça, on en parlera probablement dans un autre épisode. Mais, dans le dernier. dans le dernier. Mais pareil, c'est pas des choses qui sont connues et qui sont admises et qui sont évidentes. Et donc, on se retrouve avec des personnes qui s'éloignent drastiquement de leur santé mentale et de l'accompagnement. Et du coup, potentiellement, qui mettent en danger leur vie carrément. en s'éloignant de ces systèmes-là. Ouais, bien sûr, complètement. Qui mettent en danger leur vie et qui, du coup, par effet un peu d'écoulement, mettent aussi en péril celle des autres potentiellement, c'est-à-dire potentiellement celle de leurs enfants, etc. Parce que quand on grandit avec des problématiques de santé mentale dont on ne peut pas s'occuper pour plein de raisons qui sont très légitimes, malheureusement, on a aussi plus de risques de perpétrer en fait ces dynamiques-là au sein de notre cadre familial, etc. Et même si c'est complètement malgré nous, en fait, ça s'explique aussi. Et du coup, il y a un sujet aussi là qu'on n'a pas abordé dans cet épisode, mais qu'on a abordé dans l'épisode 2, je crois. Tout le monde ne peut pas aller mal parce que tout le monde n'a pas les moyens d'aller mal, financiers, bien sûr. D'aller mal. Donc ça, on a fait tout un épisode sur l'accessibilité de la santé mentale. On vous invite à aller l'écouter, mais ça fait partie aussi de pourquoi tout le monde ne peut pas aller mal de la même manière. Parce qu'on l'a dit dans cet épisode de l'accessibilité à la santé mentale, mais la psychothérapie n'est pas remboursée à ce jour, à part via mon soutien psy. Ou 3-4 séances si t'as une mutuelle. Voilà. Encore, c'est pas toutes les mutuelles, quoi. Et donc, il y a aussi un sujet de la précarité qui te permet pas d'aller mal, en fait, en France actuellement. Ah oui, complètement. Parce que, enfin, si, t'as le droit d'aller mal, hein, mais du coup, tu te démerdes avec ça, quoi. Ouais, t'as pas le droit d'aller te soigner, quoi. Ah oui, complètement. Et donc, on se retrouve avec des personnes qui vont mettre leur santé mentale complètement sous le tapis parce qu'en fait, c'est pas leur priorité. Leur priorité, c'est déjà de survivre. Bouffer, ouais. C'est déjà de survivre, de payer les factures, de bouffer, etc. Et donc, on se retrouve en fait avec ces problématiques-là de santé mentale qui sont mises complètement en arrière-plan, qui sont mises sous le tapis, qui sont même rayées de la carte. Sauf que, moi, ça, c'est un truc que je dis toujours, si tu mets un truc dans un tiroir, ça arrête pas d'exister. Parce que tu le vois plus. Ouais. Mais en fait, c'est pas parce que tu le vois plus que ça arrête d'exister. Ouais. Et en fait, malheureusement, tu laisses une pomme dans un tiroir, Elle pourrit. elle pourrit, en fait. Et sauf qu'à un moment donné, tu vas finir par en prendre conscience, même si le tiroir il est fermé. Ça va puer, parce que ça va puer, parce que, ma métaphore est peut-être bizarre, mais tu ne pourras plus ou très difficilement ignorer cette pomme pourrie dans le tiroir parce que tu vas en subir les conséquences malgré toi, en fait. Et en fait, moi, ce que je trouve fou, c'est que le système de soins, du coup, qu'il soit physique ou psychologique, du coup, il est profitable et il est 100% fait pour les hommes cis-hétéros blancs riches, qui sont en fait ceux valides, qui sont en fait ceux, surtout en psy, qui l'utilisent le moins, quoi. Ouais, clairement. Parce que en vrai, enfin, c'est pas un mythe, hein. Les hommes ne vont pas en thérapie, hein. Très peu. Voilà, très peu. Genre, comme tu disais, c'est plutôt les femmes qui consultent. Oui, et les minorités de genre et les personnes, voilà. Les mecs trans, les personnes transmasques, quoi. Oui, voilà. Mais les mecs cis, c'est pas eux qui consultent en psycho. Non. Alors, ils profitent du soin médical physique. Alors, quand même, je vais modérer mon propos. Franchement, les mecs cis gays, les mecs cis qui sont pas forcément hétéros consultent quand même pas mal. Okay. Moi, je travaillais, c'est bizarre de le dire comme ça, je travaillais dans un centre de santé sexuelle d'approche communautaire, c'est long comme nom, où on recevait, on va dire, majoritairement des personnes de la communauté LGBTQIA+. Et effectivement, la majorité des usagers, enfin en tout cas de ma patientèle, c'était des mecs cis gays. Okay. Et des personnes trans. Après, du coup, c'était vraiment dans un cadre spécifique, qui est un truc communautaire. En fait, moi, c'est là où je me suis quand même rendu compte que les mecs cis gays ont quand même vachement moins de mal à consulter que les mecs cis hétéros. Ouais, ça, très clairement. Fait. Mais du coup, c'est fou de se dire que le système est fait pour eux et il est profitable à eux. Tout est calqué sur eux, mais que eux ils y vont pas, quoi. Non, c'est terrible. C'est un truc de malade. Et tout est calqué sur eux, comme on en a parlé dans l'épisode précédent, les critères diagnostiques, les tests, les dosages des médicaments, tout est calqué sur les hommes cis hétéros. En fait. Ouais, les hommes cis hétéros blancs. Ouais. Et pourtant, c'est ceux qui, effectivement, comme je disais, qui consultent le moins et qui, en tout cas, cherchent le moins à
bénéficier de ces accompagnements-là, Et malheureusement. du coup, ça fait que le système de santé et physique et psychologique Biaisé. est complètement biaisé et surtout, du coup, il est archi pas fait pour les personnes qui inadapté. consultent. Complètement inadapté pour les personnes qui consultent. Ouais. Les systèmes d'accompagnement classiques, que ce soit à l'hôpital, les CMP, donc les centres médico-psychologiques, même la plupart de mes confrères et consoeurs qui exercent en libéral, à moins de s'adresser vraiment à une population extrêmement classique, encore une fois, cisgenre, blanche, hétéro, etc. Les systèmes d'accompagnement, ils sont pas faits pour accompagner la plupart des personnes qui ont besoin d'accompagnement. Et du coup, ce qu'on disait, c'est que les personnes qui en ont le plus besoin, c'est celles qui, finalement, qui en sont le plus éloignées, alors et c'est les personnes qui en ont le plus besoin qui se retrouvent face à ce truc qui est complètement inadapté à elles. En fait. Et du coup, question, comment toi, dans ta pratique, tu fais pour réadapter ce système qui ne l'est pas pour ces personnes-là? Parce que toi, la plupart de ta patientèle, c'est des personnes qui font partie de ces communautés-là, qui ont été ou qui sont éloignées du système classique. Qu'est-ce que tu mets en place concrètement? C'est quoi tes techniques? C'est quoi tes petits secrets de psychologue? Déjà, je pense que le fait d'avoir une présence sur les réseaux sociaux, ça m'aide à rétablir la confiance. En fait, même pas à rétablir, à établir. En fait, à établir de moi à eux et à rétablir dans le sens de un peu plus symbolique, de rétablir la confiance entre ces personnes-là et les psys, de manière générale. Parce que j'essaye de montrer à travers les réseaux sociaux les valeurs que j'ai, mes positionnements sociaux, mes engagements, mes valeurs profondes, etc. Et j'espère, en tout cas, je pense montrer qu'il existe des psys qui se sensibilisent, qui en ont pas rien à foutre, qui sont sensibilisés aux enjeux liés aux communautés minorisées et discriminées, qui sont formés à ces sujets-là, qui cherchent constamment à s'éduquer, à se renseigner, à se former, qui n'ont pas de problème à laisser la parole aux personnes concernées. Moi, un truc que j'ai vraiment appris à travers et à la fois ma pratique et à travers ma posture, on va dire personnelle, c'est à retrouver de l'humilité en fait. Je suis pas toute puissante, je suis un être humain. T'as pas les solutions à tous les problèmes. J'ai pas les solutions à tous les problèmes, je n'ai pas de baguette magique. En fait, moi, j'essaie d'être très humble dans ma pratique, c'est-à-dire les personnes que j'accompagne, elles m'apprennent des choses. Et je suis trop contente qu'elles m'apprennent des choses, notamment les personnes qui ont un vécu extrêmement différent du mien. Les personnes qui n'appartiennent pas aux mêmes communautés que moi, qui n'ont pas les mêmes convictions que moi, etc. Même si, avec toutes les personnes que j'accompagne, on a des valeurs profondes qui sont extrêmement similaires. Et ça, c'est trop chouette. C'est ce qui fait aussi que je me régale dans ma pratique au quotidien. Mais déjà, j'essaye d'établir la confiance en me montrant telle que je suis, en montrant clairement mes valeurs et mes positionnements. On en parlait aussi, j'en parlais dans mon YouSmall sur donc le premier YouSmall qui est je ne suis pas neutre. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à l'écouter. J'en parlais dans cet épisode-là. Donc ça, c'est la première chose que je fais. La deuxième chose que je fais, c'est que je me renseigne, je m'éduque. En fait, je cherche constamment à m'éduquer, même on a toute la vie. On a des discussions justement sur des sujets où on débat ensemble, où on cherche à... Peut-être que c'est pour ça qu'on a créé un podcast. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a créé un podcast. Donc je cherche à m'éduquer, je me forme, je vais écouter, je vais m'abreuver de la parole des personnes concernées. Je pose des questions. J'espère en tout cas savoir... en tout cas, j'essaye de déterminer où est ma place et où n'est pas ma place, même si je pense qu'on fait tous des erreurs à ce niveau-là et que ça doit m'arriver qu'on fait des erreurs. Ça doit m'arriver parfois de prendre une place qui n'est pas la mienne. En tout cas, j'essaie d'en avoir de plus en plus conscience. Et voilà, je pense que c'est déjà pas trop mal. Et encore une fois, et ça j'en parlais aussi dans le YouSmall, il y a plein d'autres collègues qui sont comme moi en fait. C'est juste que vous les connaissez pas encore, mais évidemment qu'il existe des thérapeutes qui exercent de cette façon-là, des thérapeutes qui ont des engagements, qui ont ce qu'on appelle une pratique située. Pareil, ça j'en parle dans le petit épisode. Il y a des institutions aussi, des assos, mais ça on en parlera dans le prochain épisode. C'est juste que c'est pas connu. C'est pas connu aussi parce que... je pense qu'on en reparlera dans l'épisode prochain. Et encore une fois, du coup... La santé mentale, c'est politique. Parce que c'est pas connu, parce qu'il n'y a pas d'argent, en fait. Parce qu'il n'y a pas d'argent et parce que, malheureusement, l'État, en fait, ne donne pas d'argent à ces assos-là, à ces collectifs-là. Et je parle même de mon asso. Alors que... Macron donne l'argent à Viméria. Alors qu'on le mériterait, franchement. Macron,
donne l'argent à Evie Muriel là. Donc bien T'imagines, sûr. il voit et il nous envoie une petite lettre en disant d'accord. D'accord, le chèque. Donc évidemment, c'est QFD quoi. Ouais. Et même s'il y a plein de thérapeutes, plein de collectifs d'assos qui essayent tant bien que mal de redonner une place à la souffrance de toutes les personnes dont la souffrance est complètement tue, minimisée, invalidée, bah c'est vraiment un chemin qui est long, qui est difficile, qui est semé d'embûches Bah en fait, il est long et pour lequel on se bat. Il est long et il est difficile aussi parce que déjà à partir du moment où en dehors de la santé mentale en tant que telle, la société ne reconnaît pas que ces personnes-là sont déjà discriminées dans toutes les autres sphères, genre dans la vie, tu vois, de manière générale. Genre quand tu vois qu'il y a des mecs ou des meufs qui sont là en mode genre le racisme anti-blanc ça existe. Enfin déjà, en fait c'est lunaire, tu vois. Tu te dis déjà s'ils sont même pas capables d'admettre que en fait les personnes blanches sont racistes, tu vois, et que genre à partir de là, du coup ça découle sur plein de bien sûr. de pans de la vie, que ce soit pour chercher du taf, en appartement, dans la vie quotidienne, machin, truc bidule. Et du coup, dans les recherches scientifiques, dans les diagnostics, dans la santé mentale, dans la santé physique, etc. En fait, la santé, c'est tellement genre un truc qui vient après tout le reste, entre guillemets, quand tu déconstruis le schéma, que déjà, genre, moi je le vois sur les réseaux sociaux, les gens ils sont même pas capables d'admettre que oui, les femmes sont discriminées. Déjà, juste ça. Mais alors, oui, que les hommes ont des privilèges. Voilà. Et donc après, si tu leur dis, en plus de ça, c'est une femme racisée, c'est une femme homosexuelle, c'est une nanana. En fait, on est déjà tellement loin du fait que la société accepte qu'il y a une pyramide qui n'est pas ok, genre, que je vois même pas comment, genre, on peut arriver à se dire, dans la santé mentale, ça l'est aussi, tu vois ce que je veux dire ou pas ? Ah bah de toute façon genre on est tellement loin encore. De toute façon oui, le seul le commencement de ce cheminement, c'est d'admettre nos manquements en fait. Oui, c'est ça. C'est d'admettre nos manquements, d'admettre nos biais discriminants, d'admettre nos privilèges, d'admettre nos biais d'oppresseurs quoi. Et en fait c'est le seul point de départ quoi. Malheureusement. Sauf qu'on en est tellement loin déjà sur des sujets, on va dire tellement genre généralistes. La difficulté c'est que bah en fait ce point de départ là, il est plus ou moins acquis, mais par les personnes qui auraient besoin d'un changement dans ce système. Bien C'est-à-dire sûr. il est acquis par les personnes qui sont engagées, qui sont qui appartiennent à des communautés discriminées et opprimées. Même pas tout le monde, mais qui est quand même les personnes qui ont le plus acquis. Oui, bien sûr. Ça, c'est les personnes qui auraient le plus besoin que ce système bouge, mais tu vois, qui ont le moins de pouvoir pour faire en sorte que ce système il bouge. Ouais, mais tu vois quand je vois des meufs qui commentent certaines de mes vidéos en me disant non mais moi mon mec non mais moi j'ai jamais eu en fait je suis là en mode genre mais meuf genre si déjà toi t'es pas capable de reconnaître qu'il y a un problème, on est tellement loin encore d'une reconnaissance dans des milieux généralistes, juste dans des milieux généralistes, en mode juste les hommes ont des privilèges. C'est tout, déjà juste ça. Ouais, juste ça déjà, on en est incapable à l'heure actuelle. Alors imagine si dire oui, une personne trans noire, bah en fait elle est pas le système de soins psy il est pas adapté. Waouh, bah alors là bien sûr. peut-être en 2122 tu vois. Et encore si la planète existe toujours. Et donc effectivement ça ouvre tout un tas de questions et ça fait une excellente transition vers le prochain épisode. Exactement. En réalité. Parce que du coup le questionnement c'est comment on fait dans ces cas-là. Comment on fait avec ça si on veut pouvoir avoir un suivi psy ou une prise en charge psy, comment on fait autrement en fait. Ouais. Voilà. Et donc, en fait c'est même pas si on veut avoir un suivi, c'est puisque la plupart des personnes dont on parle aujourd'hui ne peuvent pas ou n'ont pas accès à un suivi dans un système d'accompagnement et de soins classiques qui soit ok, bah comment est-ce qu'on peut faire autrement. Voilà. Et donc on vient de vous spoiler l'épisode suivant. Donc c'est la question à laquelle on va essayer de réfléchir ensemble dans le dernier épisode de la saison. Et en attendant, du coup, vous allez pouvoir retrouver Isaline dans un Youth Mall la semaine prochaine. Ouais. Et on espère que cet épisode vous aura plu. Je sais pas, il est court, il est long, il est comment ? Il est un peu court. Ouais. C'est un épisode un peu court, mais comme on vous l'a dit, c'est des sujets qui s'entremêlent. Donc, c'est des sujets qu'on a aussi abordés dans les épisodes précédents, etc. Et dont on va parler dans l'épisode d'après. On n'a pas envie non plus de faire des redites, donc on préfère faire des épisodes qui sont un petit peu plus courts, mais où on redit pas 40 fois les mêmes choses. Donc, si jamais c'est des sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas à aller écouter les épisodes précédents de la saison si vous les avez pas déjà écoutés. Parce qu'ils sont tous interconnectés. Voilà, ils sont tous interconnectés. Et si jamais ça vous ouvre d'autres questions, n'hésitez pas à nous les soumettre, parce que nous, on n'est pas du tout fermés à l'idée de faire un épisode hors série sur une question que vous allez nous poser qui va
nous paraître méga intéressantes et pertinentes. Donc vraiment, si ça vous ouvre des questions, n'hésitez pas à nous les poser sur nos réseaux sociaux, parce que nous, on n'a aucun problème à, pourquoi pas, faire des petits épisodes bonus en plus. Ouais, quoi. carrément. Ok. Bah voilà, à la semaine prochaine avec ton You Small et à dans 2 semaines pour le dernier épisode de la saison 5. À très bientôt. Bye. Salut.